La douleur, c'est complexe à définir, c'est intuitivement facile, tout le monde sait ce que c'est que la douleur, mais quand il s'agit de la définir, on va voir que les choses sont plus compliquées. D'abord, c'est une sensation, ça c'est simple. C'est aussi une émotion. Par contre, l'émotion, c'est pour beaucoup de médecins, c'est pas très scientifique, hein. Et après, donc la définition nous dit que c'est donc une sensation, une émotion désagréable, ça c'est tout le monde est d'accord, mais que c'est rapporté ou pas à une lésion tissulaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une fracture à la radio, donc on va objectiver une lésion d'un tissu. Bon. Mais la définition rajoute que ça peut être une lésion virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin vraiment de lésion pour parler de douleur. Alors ça aussi, c'est encore plus déstabilisant pour le médecin. Et enfin, dernier élément de la définition, on nous dit que la douleur, finalement, elle doit être rapportée comme telle par le patient. C'est-à-dire qu'il suffit que le patient nous dise qu'il est mal pour qu'il soit on est dans le cas de la définition de la douleur. Et ça, c'est un peu aussi difficile à accepter parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait plus ou moins réinterpréter, réanalyser la plainte du patient, qu'on a tendance à revoir, recadrer les choses, entre guillemets, et que là aussi, ça va être déstabilisant pour beaucoup de praticiens, de professionnels de la santé. Donc voilà une définition, d'abord qui n'est pas claire hein, quand on l'a devant les yeux, et en plus, on n'est pas à l'aise, parce que nous, notre formation de médecin, on nous a appris à être dans des choses bien cadrées, scientifiques, mesurables, reproductibles, et la douleur, par définition, elle n'est pas reproductible, c'est subjectif, donc, et en plus, qui va déstabiliser les praticiens, les médecins, c'est que le psychisme va beaucoup influencer la perception qu'a le patient de sa douleur. Le problème de la définition aussi, quand on dit qu'il faut que le sujet, le patient, rapporte son expérience désagréable, ça veut dire qu'il est acquis le langage. Eh bien, le problème, c'est que les nouveau-nés, les nourrissons, les personnes handicapés, les personnes en réanimation, les personnes qui ne parlent pas la langue du médecin ou des soignants, les handicapés, eh bien tout cela, ils n'ont pas accès au langage ou ils ne le maîtrisent pas et donc ils ne pourront pas communiquer leur douleur. D'abord, il y a les douleurs nécessaires et utiles. Il y en a, hein, notamment chez l'enfant. Hein, toutes les plaies, les bosses, les chutes, eh bien, toutes ces douleurs-là, elles sont nécessaires à l'enfant parce qu'il va voir les limites de ses capacités, de son environnement, et ça va lui apprendre, dans la majorité des cas, à ne pas recommencer les mêmes expériences. Il va aussi structurer son schéma corporel par ces expériences douloureuses quotidiennes. Et puis, il y a la douleur provoquée par la maladie. La douleur provoquée par la maladie est également un signe d'appel pour que l'individu, l'adulte, l'enfant, prête attention à ce qui ne va pas. Et c'est par là qu'on va parfois faire le diagnostic. Et il y a dans cette douleur-là, soit une douleur qui est dite aiguë parce qu'elle vient juste d'apparaître, ou il y a également des douleurs qui sont dites prolongées, voire chroniques, dans des maladies qui sont des très très longues évolutions. En plus, elle pleure jamais comme ça. Hein. Tu n'arrives pas à la consoler? À côté de cette douleur-là, il y a la douleur qui est provoquée. La douleur qui est provoquée par les soignants. Cette douleur est toujours prévisible et on doit toujours avoir une action de prévention et de traitement. Ça te fait mal le dos? Ouais. T'as un petit tuyau. Voilà, regarde, je te refais un médicament. Hein? D'accord? Toutes les douleurs liées à la maladie, liées aux soins, la douleur provoquée par les piqûres, tout ça, et bien en effet, c'est par la chirurgie aussi. Hein. Toute cette douleur-là, bien sûr, elle doit être prise en compte et prise en charge et traitée. Quelles sont les différentes étapes pour ressentir une douleur? Prenons l'exemple d'une brûlure. Au niveau de la zone brûlée, l'extrémité des terminaisons nerveuses est stimulée. C'est le début de la transmission du message douleur. Ce message se propage le long des fibres nerveuses
jusqu'à la moelle épinière. Là, le message entraîne la stimulation des nerfs qui commandent les muscles. Il provoque une réaction réflexe de retrait du bras, premier comportement de protection. Simultanément, le message atteint les niveaux supérieurs du cerveau. Le message arrive d'abord au thalamus, puis d'autres fibres nerveuses transmettent le message au cortex. C'est là que le message est perçu et reconnu comme une douleur. Mais la transmission du message douleur ne se fait pas de façon continue le long d'un nerf. En effet, le message transite par plusieurs relais. Que se passe-t-il au niveau d'un relais? L'extrémité de la fibre nerveuse libère des substances chimiques qui excitent la fibre suivante, le message est transmis. En passant par le relais, le débit du message douleur peut être amplifié, réduit ou totalement interrompu. En effet, les médicaments et des substances sécrétées par l'organisme lui-même, parmi lesquelles des morphines endogènes, inhibent, c'est-à-dire filtrent ou bloquent la transmission du message douleur. Schématiquement, la douleur apparaît en cas de déséquilibre entre système inhibiteur et système excitateur. Pour traiter la douleur, on dispose de deux approches. Chercher à réduire le système excitateur et renforcer le système inhibiteur, le plus souvent en associant l'utilisation des médicaments et les ressources propres de l'organisme. Alors on va aller tout doucement, parce que je sais que ça peut être désagréable. Est-ce que quand je touche ton bras, là, ça fait mal? Non. Est-ce que quand je touche là? Oui. Oui. Alors ça serait bien, on voit ici, est-ce que je soulève tes cheveux? Là, je vais tout doucement, Cindy. Voilà. Oui. Ça te déclenche la douleur? Bon, Cindy, on leur dit, est-ce que tu es bien consciente que là, je fais juste qu'effleurer la peau? Oui. On voit le muscle qui bouge sous la peau. Alors là, donc on a vu que rien que effleurer, donc on déclenche une douleur. Là, c'est la même chose. Bon, là, ça peut permettre Les douleurs de voir, neuropathiques ou neurogènes diffèrent des autres douleurs. Ce sont des douleurs très particulières dans leur manifestation. Elles sont provoquées par un mauvais fonctionnement du système nerveux. C'est ainsi qu'une sensation normalement non douloureuse, un effleurement, une simple pression sur la peau, provoque une douleur intense. Voilà. Lorsqu'on est motivé par quelque chose, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, si ce que l'on cherche a une importance cruciale ou majeure pour l'individu, une douleur provoquée va être moins ressentie. C'est le cas dans le sport, c'est le cas lorsqu'on fait peut-être des tatouages qui sont recherchés par l'enfant lui-même. A contrario, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est dans un état de dépression, lorsqu'on est dans un état d'anxiété extrême, une stimulation nociceptive, en apparence pas très importante, va être ressentie 5 ou 10 fois plus que celle qu'elle serait ressentie si on n'avait pas cette condition. T'as pas été trop triste quand tu étais à l'hôpital? Si. Alors, est-ce que tu penses que par exemple, quand on est triste, on a plus mal ou moins mal? Plus mal. T'as plus mal quand t'es triste? Qu'est-ce qui faisait pour toi? Qu'est-ce qui aurait été bien pour toi pour pas être triste? Qu'est-ce qui t'aidait le plus à pas être triste? Ma maman. Ah, voilà. Les meilleurs moyens pour éviter la douleur sont, à mon avis, être détendu. Pour moi, personnellement, je fixe un point, j'écoute de la musique, et après, il faut laisser l'esprit ailleurs. Après, la sensation, la sensation est présente, mais si l'esprit est ailleurs, c'est qu'une sensation. La douleur, c'est surtout la peur de l'inconnu. La surprise fait plus partie de la douleur que la sensation du tatouage. On n'est pas surpris puisqu'on vient se faire tatouer. Par rapport à une opération, c'est contre vous. Vous ne l'avez pas choisi. Que moi, là, aujourd'hui, j'ai choisi de me faire tatouer. Donc pour moi, c'est
C'est une petite bataille, quoi. Donc en fait, ça remplace la douleur. On pense plus à la douleur, on pense plutôt au tatouage. Donc l'un efface l'autre. Il existe plusieurs modes d'expression de la douleur. Le mode le plus efficace est celui que l'adulte utilise et qui est celui de la parole, qui consiste à signaler sa douleur et l'intensité. Par contre, pour les jeunes enfants, cette capacité n'est pas encore développée et la douleur va se manifester plutôt par des modifications du comportement de l'enfant. Promenant, ça marche pas, hein, on n'arrive pas à le consoler du tout. C'est sûr qu'il est impossible pour un adulte ou pour notre capacité actuelle d'évaluation de savoir si un nouveau-né ressent plus ou moins la douleur qu'un enfant plus grand, mais on a quelques éléments indirects. On sait très bien que les mécanismes ou les structures nécessaires pour ressentir la douleur apparaissent très tôt lors du développement. Par contre, on sait que les mécanismes protecteurs, c'est-à-dire les mécanismes inhibiteurs, eux sont immatures. Donc on pourrait plutôt penser maintenant que non seulement les nouveau-nés sont capables de ressentir la douleur, mais en plus que n'ayant pas les mécanismes de protection, ils peuvent la ressentir d'une façon encore plus intense qu'on imaginait. Alors on peut penser que chez le tout petit bébé, chez le prématuré, la douleur est très peu discriminée dans le corps, c'est-à-dire qu'elle s'exprime comme un mal-être global plutôt que comme une douleur localisée. Alors la localisation de la douleur, ça s'acquiert avec le développement du schéma corporel, donc la capacité à dire c'est là que j'ai mal, à montrer la zone douloureuse. Est-ce que ça tape dans ta tête quand tu as mal? Là ou alors là. D'accord. Et ensuite, bien sûr, c'est avec l'acquisition du langage que les enfants sont capables d'employer des mots pour dire leur douleur et lui donner des caractères distinctifs, dire ça brûle, ça pique, ça tape, etc. Et donc là, l'expression devient plus riche et plus différenciée. Allez, je te pique, tu ne bouges pas. Ou tu regardes le clown qui fait la galipette, comme tu veux. La variabilité du comportement des enfants face à un même geste médical constitue un véritable piège pour les soignants. S'ils se réfèrent à l'enfant qui manifeste le moins sa douleur, ils risquent de ne pas prendre au sérieux ceux qui la manifestent le plus. Tu ne bouges pas, chérie, c'est rien. On ne pourrait pas la piquer comme ça, on va être obligé de l'endormir pour la piquer. Une question que se posent souvent les parents, c'est de savoir si leur enfant fait semblant d'avoir mal. Et l'enfant est facilement accusé de simuler parce que, soi-disant, il ne voudrait pas aller à l'école ou je ne sais quoi. Bon, en fait, on s'aperçoit que pour des petites douleurs, il est possible que les enfants essayent d'expérimenter un peu leur pouvoir par rapport à leurs parents. Mais la véritable simulation, ça n'existe pas. Et en tout cas, pour les douleurs éprouvées à l'hôpital, il n'y a pas de doute possible. Et l'important, c'est vraiment de croire la plainte de l'enfant, d'avoir un a priori qui est croire ce qu'il dit. La plupart des parents ont la juste perception de la douleur de leur enfant. Et ils se sont peu à peu forgés leurs propres repères. Ils connaissent et savent analyser une douleur qui est de leur ressort ou une douleur qui nécessite des soins médicaux. Et, une fois arrivé dans l'institution soignante, il va y avoir tout de suite un problème de crédibilité. Et les parents deviennent finalement des avocats pour arriver à faire comprendre au moins à un soignant que leur enfant a vraiment mal. Alors, on accuse quelquefois les parents d'exagérer, et puis on accuse aussi les enfants de pleurer plus quand leurs parents sont là. Alors, effectivement, vous et moi, on exprime plus nos sentiments, nos émotions, notre détresse éventuelle avec quelqu'un de proche. Hein. Et les enfants, c'est pareil. Évidemment, si un enfant se sent mal, il va pouvoir quelquefois se retenir de pleurer devant des inconnus. Surtout, les garçons, on leur dit qu'il faut être courageux quand même. Et dès que leurs parents arrivent, à ce moment-là, ça va être les pleurs. Bon, je ne vois pas ce que ça peut avoir de délétère d'exprimer ses émotions dans ce cas-là. Un des grands arguments qu'on a employé pour ne pas prendre en charge la douleur des enfants, qui disent ils sont petits, ils oublieront, c'est rien du tout. Bon, alors maintenant, on a toute une série de données qui sont beaucoup plus précises. Bon, il y a la fameuse étude d'Anne Taddeo à Toronto, donc publiée dans le Lancet en 1997, qui montre que des enfants
qui ont été circoncis sans anesthésie. Et je rappelle quand même que c'est la majorité des petits garçons aux États-Unis qui sont circoncis au 3e jour à la maternité sans anesthésie, donc une intervention chirurgicale. Eh bien, ces enfants-là vont avoir des comportements différents quand ils vont être vaccinés. Si on compare donc des enfants du même âge qui n'ont pas été circoncis, donc qui n'ont pas connu à la naissance cette stimulation douloureuse massive qu'est la circoncision. Donc ça veut dire que le système nerveux de ces enfants est capable de garder des traces de ces événements douloureux qui s'étaient produits 3 ou 4 mois auparavant. La non prise en charge de gestes douloureux répétés dans la petite enfance risque de provoquer un comportement phobique à l'égard des soins, des médecins et du monde hospitalier. La phobie complique le travail des soignants et peut devenir un frein à la prise en charge de la maladie elle-même. Et maman, elle est toute... C'est lorsque l'on a un geste répétitif, il est extrêmement important que la première fois que ce geste est réalisé, il soit fait dans de très bonnes conditions. Si on réussit une analgésie correcte la première fois, on va casser toute appréhension et les fois suivantes se passeront correctement. Le contraire est désastreux. Lorsque un premier geste est douloureux, il est extrêmement difficile de contrôler, même avec des médicaments puissants, les gestes ultérieurs. L'évaluation de la douleur, ça va servir tout bêtement à objectiver un phénomène subjectif. Parce que les professionnels de la santé, les médecins en particulier, ne sont pas à l'aise avec ce qui est subjectif. Donc on va leur donner une note, un repère fiable, un repère stable, qui vont permettre d'adapter les traitements. À 13h30, il n'avait que 2, mais à 18h30, il avait 5. Donc en plus de son Ubin, je lui ai posé du Perfalgan, qui a été efficace parce qu'il s'est endormi. À 19h, 19h30, il dormait. Et là, il est tout calme. L'évaluation de la douleur permet aux médecins d'adapter les prescriptions médicales au cas de chaque enfant et de transmettre cette information aux équipes soignantes qui se succèdent. C'est par ailleurs un outil relationnel essentiel. L'enfant et ses parents sont rassurés, ils voient que l'on s'occupe de la douleur, que c'est un souci du service. Pourquoi évaluer? Pour évaluer, pour repérer la douleur. Ensuite, lorsqu'on l'a traité, pour voir si le traitement marche. Lorsqu'on baisse le traitement, s'assurer que la douleur ne réapparaît pas au moment de la baisse du traitement. Voilà pourquoi évaluer la douleur. Et enfin, pour que tous les soignants se comportent de la même façon auprès de l'enfant. Lorsque les services n'utilisent pas de grille de douleur dans les dossiers soins, qu'est-ce qu'on peut lire? Semble avoir mal, a l'air d'avoir mal, et en fait que des termes qui sont à la fois subjectifs où il n'y a pas de positionnement. On ne trouvera pas dans des dossiers soins, par exemple, a mal, parce que le soignant hésite, met une nuance, un ton en dessous pour ne pas affirmer. Faire une évaluation, une grille d'évaluation, c'est dire l'enfant a une cotation à 5, elle s'aggrave, elle progresse, elle répond, les antalgiques sont efficaces, c'est avoir un discours professionnel. Alors très souvent, ce que contestent les soignants et ce que contestent même les parents ou les patients adultes, on le voit, c'est le fait de mettre un chiffre sur la douleur. Ils disent, mais ça veut rien dire de mettre 6, peut-être que vous mettez 6, le voisin en mettrait 7, et moi-même en auto-évaluation, je me mettrais 5, alors que celui d'à côté qui a la même pathologie se mettrait 6. Ce qui est essentiel, c'est pas le chiffre en lui-même, c'est l'évolution de ce chiffre. C'est de là où on part et de là où on va. C'est ça qui est important. En général, on pense que les signes de douleur sont très visibles chez l'enfant. Bien sûr, tout le monde vous dira qu'il pleure, qu'il s'agite, il va devenir blanc ou rouge, et puis le pouls, la respiration s'accélère. Bon, en fait, ça correspond à une douleur aiguë, telle qu'on peut l'avoir avec un traumatisme, une brûlure ou au réveil d'une opération. En fait, ces signes-là s'estompent assez vite et il faut rechercher des signes moins bruyants, moins émotionnels peut-être. Alors il y a la grimace, bien sûr, c'est tout le froncement du visage, qu'on observe même chez les prématurés d'ailleurs. Alors au niveau de l'ablation du névus, oui, ça va, elle est bien sa jambe. C'est un tout... Ah, quand je touche, ça fait un petit peu mal. Oui. Elle ne veut pas bouger sa jambe d'ailleurs, elle la laisse toujours, elle la laisse toujours dans la même position parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle a dû se rendre compte qu'elle ne souffrait plus. Tout à fait, c'est la position de repos. Voilà. Il y a les positions antalgiques, on va tenir son bras, les bras, les jambes d'une façon particulière pour éviter de la douleur, arquer le dos,
Les nourrissons réagissent beaucoup par des raideurs très diffuses finalement, même s'il y a une douleur localisée, et un rejet en arrière. Donc c'est important, si c'est possible, de prendre l'enfant dans les bras et on perçoit mieux comme ça toutes les raideurs. Et puis finalement l'enfant se replie sur lui-même, se retire un peu dans un monde de douleur, se concentre sur la zone, sur ce qu'il perçoit et n'est plus accessible à la relation. Alors le visage devient très inexpressif, très figé. Il n'y a plus que les yeux qui bougent, mais très lentement. Et puis, l'enfant ne bouge plus du tout, hein, même si ce n'est pas ses articulations ou son système locomoteur qui est atteint. L'enfant ne s'intéresse plus à rien. Il refuse de jouer, même des objets attrayants. Et cet enfant qui, normalement, est très vif, très animé, toujours se référer à l'enfant dans la cour de récréation, qui bouge tout le temps, dont le visage est très communicatif, très animé, très pétillant, et qui initie souvent la communication. Même un nouveau-né recherche à rentrer en relation quand il est réveillé. Eh bien, tout ça, ça disparaît, et c'est ce qu'on appelait l'inertie psychomotrice. L'hétéroévaluation, eh bien, c'est tout enfant qui n'est pas en capacité d'exprimer sa douleur, et ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va chercher les signes à sa place. Alors, soit en néonatologie, l'enfant est tout petit et le soignant va rechercher les signes, soit l'enfant opéré, soit l'enfant dans une situation, l'enfant handicapé, qui n'est pas en situation de relation verbale. Donc c'est le soignant, quelqu'un d'autre qui recherche. Mais le quelqu'un d'autre, ça peut être la mère. Il suffit de le lui apprendre. Oui, c'est ça. Je voudrais savoir, par exemple, là, en ce moment, où elle ne pleure pas, est-ce qu'elle a mal ou pas? Est-ce que cette douleur de hanche, enfin, est-ce que cette déformation... La seule qui pouvait le savoir, à mon avis, c'est vous. D'accord. Puisque vous êtes la personne qui repère le mieux. Apparemment, elle n'a pas mal pour l'instant. Quand elle a mal, elle se crispe, son corps se crispe, son visage se crispe aussi. Donc là, je sais maintenant quand elle a vraiment mal. Elle grince des dents quand elle a mal? Non. Mais elle grince des dents, elle peut grincer des dents dû à son syndrome de Rett. Hein. Sans avoir mal. Sans avoir mal. Donc ça n'est pas pour vous un signe de douleur? Non, pas du tout. Pas du tout. Les signes de douleur, c'est la crispation. La crispation du visage et des membres, elle se raidit, elle tremble un petit peu. Et puis, c'est au moment où on la tourne qu'elle a mal. Alors, donc on va mettre pleurs, présent, enfant non consolable. Là, elle n'arrive pas à le consoler, Angélique. Agitation désordonnée intense, 2. On a comportement contracté, tentative de réconfort possible. Moi, je mettrais 2. Hein. Jambes fléchies sur le tronc, oui. 2. 2, hein. Là, il est à 10, hein, Titi. Bon, on sait que de toute façon, le problème, c'est qu'on a quand même l'anxiété aussi à côté. Et là, on va lui brancher un petit Nubin pour voir ce que ça va donner. Alors, on va coter à 10, la douleur. À 9h30. Donc, action, Nubin, hein. Voilà. Puis on reprendra, on réévaluera dans 15 minutes. Il est encore un petit peu raide, hein. Il cherche à protéger. Donc moi, il est consolable puisqu'il a son pouce et puis son petit nounours. Moi, je dirais en cotation, je dirais 1 ou 2, mais à peine. 2 sur 10. Dès qu'on touche ses jambes, il se redresse et il se protège. Et si on le laisse tranquille, si on ne l'embête pas, il va faire comme tout à l'heure, il va progressivement abaisser ses jambes et de lui-même se trouver la position antalgique. Hein? Jambes fléchies, voilà, cherche à se protéger, c'est tout à fait ça. L'expression verbale, pas de plainte. Donc toi, tu cotes à 3. Moi, je disais 2. Hein? Là, on cote quand même encore à 3. En dessous, l'autre? Ouais. Le score de la douleur a été fait à 12h30 et il était de 3 sur 15. D'accord. Voilà, donc au niveau du visage, il y avait quelques petites grimaces passagères. Hein. Le corps, il était détendu, elle était endormie. Et sinon, il y avait quand même au niveau de la relation une appréhension passagère au moment du contact. Et elle se calme rapidement lors des caresses. Voilà. Donc à 12h30, c'était 3 sur 15. Maintenant, c'est vrai qu'elle est bien détendue. Il faudra revoir. Si ça se trouve, ça sera encore moins. D'accord. Voilà.
Les enfants qui ont 6 ou 7 ans et plus, qui sont capables de faire l'abstraction et d'évaluer leur douleur par eux-mêmes, on appelle cela de l'auto-évaluation, et on utilise, comme chez l'adulte, des réglettes qui vont permettre de quantifier d'une façon objective, disons, leur douleur. Avant même d'utiliser les réglettes, l'outil d'évaluation le plus courant est l'échelle numérique simple. Par rapport à hier soir, tu estimes que tu es à combien sur l'échelle? Entre 0 et 10? 6. 6. À partir de 6 ans, j'utilise souvent l'échelle EVA. Et si l'enfant ne comprend pas l'échelle EVA, à ce moment-là, je vais lui montrer l'échelle de visage. Tu as encore mal, Céline? Ouais. Ici, tu n'as pas mal du tout. Là, tu as très mal. Alors, vas-y. Je monte le petit doigt, tu me dis stop. Stop ici? Ok, 6 sur 10. L'échelle des visages, elle plaît beaucoup, elle plaît aux petits. Donc la consigne est, ce sont des bonhommes qui ont mal. Ce bonhomme n'a pas mal, ceux-là ont de plus en plus mal, celui-ci a très mal. Est-ce que tu peux me montrer le bonhomme qui a aussi mal que toi? Donc ça, souvent, l'enfant le comprend bien. À partir de 4 ans, on a déjà de bons résultats, quelquefois, avec cette échelle. Est-ce que des fois, quand tu as mal, tu ressembles à un de ces petits bonhommes, tu penses? Moi, je ressemble à celui-là. Celui qui a pas mal. Donc en ce moment, lequel bonhomme te ressemble? Ou tu ressembles à quel bonhomme? Juste là maintenant. Là, je ressemble à celui-là. Celui-là, tu penses? Non, là, je suis en forme. Voilà, tu es en forme. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et à la maison, quand tu as eu mal au ventre? J'étais comme ça. Comme ça, ouais. D'accord. Donc pour les jetons, la consigne est chaque jeton est un morceau de douleur. Est-ce que tu peux prendre autant de jetons que tu as mal? Là, on a pas mal. Là, tu as pas mal, donc tu les as enlevés. D'accord. En fait, les dessins d'enfants, comme les autres outils d'évaluation, ils ne se conçoivent pas tout seuls. Ils se conçoivent dans une relation avec l'enfant. Donc pour moi, ça ne commence jamais par faire dessiner. Ça commence par bonjour, raconter où est-ce que tu as mal, vas-y, montre-moi, est-ce que tu peux me montrer avec ta main. Et ensuite, quand le moment semble propice, mais après une relation, on demande à l'enfant de dessiner. Il faut que l'enfant puisse dessiner et puisse se projeter un peu sur le schéma, puisque il s'agit donc de représenter les endroits douloureux sur un schéma qui est déjà fait. On peut, si l'enfant est en âge de le comprendre et s'il le souhaite, on peut lui demander de choisir en plus 4 couleurs différentes qui représentent 4 niveaux de douleur, donc un peu, moyen, beaucoup, très mal. Et l'enfant peut dessiner les zones qui correspondent avec 4 couleurs différentes. Ça confirme ce que dit l'enfant. Le plus souvent, ça n'est pas une information nouvelle. Les découvertes, ça peut être donc des localisations que l'enfant n'avait pas signalées et qu'il va, en fait, quand on va lui demander, montrer sur le papier, ou des indications de trajets douloureux qui peuvent faire penser à une étiologie. Avant qu'on mette ça, les petites bandes, tu étais comment? Un petit peu comme ça. Et après qu'on a mis la bande, tu étais comment? Ça, c'est important aussi. Je crois que l'utilisateur se sente bien avec l'outil. C'est-à-dire, si on connaît bien l'outil, on l'expliquera bien, et l'enfant sentira qu'on est à l'aise et que c'est pas un truc faux, c'est quelque chose qui fait partie de la conversation et de l'entretien qu'on est en train d'avoir. Et il l'utilisera. Si on n'est pas très à l'aise, qu'on le présente mal, je pense que ça aura moins de valeur. Voilà, on revient sur le dos là. Comment tu te sens? Oui. Quand un enfant est trop douloureux pour coter sa douleur, un traitement antalgique s'impose. Voilà. Une fois l'enfant apaisé, il sera alors possible pour les soignants d'évaluer sa douleur. Isabelle, est-ce que là tu as mal?
Moyen. Est-ce que tu saurais noter ta douleur entre 0 et 10? 0, tu n'as pas mal. 10, tu as très mal. Tu mettrais combien à ta douleur? 5? 5 sur 10? Il existe chez quelques enfants la crainte de donner une évaluation telle qu'il la ressentent parce qu'ils peuvent avoir une appréhension de que cela ait des conséquences sur leur traitement ou sur leur séjour à l'hôpital d'une façon plus prolongée, s'ils signalent qu'ils ont une douleur encore persistante. J'ai la petite main, là, se dire j'ai pas mal et là j'ai très mal. Comment tu penses que tu étais tout à l'heure avant d'arriver? Comme ça. Quand tu es arrivé à l'hôpital? Oui. Comme ça, 45. Et comment tu es maintenant? Comme ça. Tu es comme ça maintenant? Ça veut dire, et là c'est très mal. Non, moi ça va bien. Ah bon, alors tu es comme ça maintenant. Oui. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est de rentrer chez moi. Voilà. Alors comment faire pour que l'information et la prise en charge de la douleur ne soient pas la première sacrifiée quand on est en surcharge de travail? Je pense qu'il faut que ça soit devenu comme la surveillance des constantes vitales et l'exécution des prescriptions, quelque chose un socle, ça fasse partie du socle des soins auquel on ne peut pas toucher. Une difficulté que l'on rencontre avec l'évaluation de la douleur, ce sont les enfants qui ne sont pas douloureux. Tant mieux. Bien évidemment, on s'en réjouit, mais du coup, les infirmières ne voient pas l'utilité d'évaluer régulièrement la douleur pour écrire un 0 dans la case qui correspond à douleur. Donc moi, personnellement, souvent, je fais le parallèle avec la température. Et je leur explique que ça ne les gêne pas de noter que l'enfant a 37, donc qu'il est apyrétique, donc qu'elle fasse la même chose avec la douleur. Il est clair que l'évaluation sera d'autant plus faite qu'il y a un lieu pour la marquer. Donc beaucoup d'équipes maintenant travaillent à ce qu'il y ait une place dans le dossier de soins pour l'évaluation de la douleur. Une façon de faire est de marquer par exemple tout simplement la note EVA sur la feuille de température. On prend le pouls, on prend la tension, on demande à l'enfant de s'évaluer. On peut aussi mettre cette note sur la feuille. Et c'est un bon moyen pour stimuler tout le monde à faire des évaluations et aussi pour stimuler les médecins à prescrire. Tu vois Fabienne, donc j'ai évalué Alexandre il y a 1 heure. Il avait 0 sur 10 au niveau de son évaluation sur la douleur et là il a 5 sur 10. Donc selon mon protocole de douleur, il a une prescription de Perfalgan, mais comme il a 5 sur 10, je ferai du Nubin qui est le palier numéro 2 au niveau de la douleur. D'accord. Le problème des traitements contre la douleur à l'hôpital, c'est que souvent, ils ne sont pas assez prescrits. Et que le médecin, aujourd'hui, prescrit un médicament antalgique et il pense avoir fait du bon boulot. Il rentre chez lui. Et puis, si le traitement est insuffisant, que se passe-t-il? L'infirmière, que peut-elle faire? Et bien justement, c'est pour pallier à cette difficulté que, dans le plan Kouchner, il a été préconisé de rédiger des protocoles qui vont être signés, évidemment, par les différentes instances du service et de l'hôpital, pour que l'infirmière, en cas de douleur inattendue, puisse administrer des traitements complémentaires. Dans les moyens de soulager la douleur, il n'y a pas un moyen, il y a plusieurs réponses. Et il y a souvent des réponses qui ne sont pas seules en elles-mêmes. C'est-à-dire que penser douleur égale antalgique, c'est très réducteur. Penser douleur égale confort et réconfort, c'est aussi réducteur. Ce qui est important, c'est les réponses complémentaires. Ce n'est pas la réponse unique. Et c'est là qu'une évaluation est très très importante. Parce que parfois, on va essayer une réponse et voir si elle suffit. Et si l'évaluation montre qu'elle ne suffit pas, effectivement, il faut associer une deuxième réponse. En tant que soignant nous occupant des enfants, il ne faut pas oublier que les enfants ont également une capacité de compréhension et qu'à leur niveau, ils souhaitent une information adaptée à leur compréhension. On entend souvent les enfants qui ont déjà la capacité d'exprimer, avec qui on prend le temps de discuter, nous disent qu'ils détestent qu'on vienne dans leur chambre leur dire qu'on va leur faire un geste agressif alors qu'ils n'étaient pas prévenus. Ils détestent également qu'on mente.
Il faut surtout pas dire c'est rien, c'est quelque chose qui dure pas longtemps, tu n'auras pas mal, alors qu'on sait pertinemment qu'ils vont avoir mal. Il vaut mieux leur dire la vérité, il vaut mieux leur décrire d'une façon la plus juste possible la sensation qu'ils vont avoir. Parce que si on donne une information qui n'est pas réelle, on perd la confiance de l'enfant. Et l'information que l'on donne à l'enfant est extrêmement importante. Et les enfants nous le reprochent après, quand on les fait pas. Ben, on va se mettre une petite agrafe pour un petit trou, alors. Hein? On va éviter d'avoir une cicatrice. Mais ça fait pas mal. Un petit peu. Ça fait un pic. Ça fait Ça pic. fait un petit peu mal. Tu vas me tenir la main et puis tu vas t'allonger sur le ventre. Et puis ça va aller. Tu veux pas respirer dans le masque, alors? Non. Pourquoi? Que j'ai pas envie. Tu sais que tu vas avoir un tout petit peu mal. Mais je sais que tu as Ouais. un petit peu mal. Tu veux qu'on fasse comme ça, alors? Oui. T'es une courageuse? Bon. Oui, mais je veux la main. Ouais, Tu veux vas la avoir main, ma main, il n'y a d'accord. pas de Alors, tu veux souci. On va faire ça. L'information de l'enfant et de ses parents fait partie intégrante de la prise en charge de la douleur. Outre l'information orale, on peut utiliser des supports variés, documents illustrés, photographies ou jouets. Des gros moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Mais la plus mignonne, ouïe, 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 de toutes ces bêtes à cornes, c'était la licorne. Là, tu souffles, qu'est-ce que tu fais? Et tu respires un peu aussi? Ouais. Ah oui, je t'entends, ouais. De plus en plus, nous souhaitons nous aussi que les parents soient présents, puisque les parents sont une aide extrêmement importante pour une prise en charge correcte. Le débat actuellement se situe plutôt sur présence ou non des parents lors des soins, avec des équipes qui se positionnent sur la présence des parents et qui font tout pour que les parents soient présents, et d'autres qui ont plutôt tendance à persuader les parents de ne pas rester. Je pense que c'est souvent une question de moyens. Si on a des moyens antalgiques efficaces, on va rapidement proposer aux parents d'être présents. Si on n'a pas de moyens efficaces, eh bien, on n'a pas envie qu'ils soient témoins d'une prise en charge insuffisante. Donc, on a tendance à les faire sortir. Il y a aussi un autre défaut que j'ai constaté beaucoup dans les équipes infirmières, c'est la non-préparation des parents lors d'un soin. Les infirmières, souvent, enfin certaines, laissent le choix aux parents d'être présents ou pas, mais les parents ne savent pas ce que l'on attend d'eux. Donc ils se sentent mal à l'aise. Alors vous avez des parents qui sont quelquefois à 10 cm de l'endroit où l'infirmière doit piquer, et ils ont le nez sur la veine. Et vous avez d'autres parents qui sont à 3 mètres derrière l'enfant et qui sont debout et n'osent pas s'approcher de leur enfant. Donc je pense qu'il y a un travail à ce niveau-là de préparation à faire et que les rôles de chacun soient déterminés. On est prêt, petit chat? 1, 2. Et 3, regarde Lulu. Oui, ça y est, t'as vu, hein? C'est bien, mon petit cœur. Pour distraire les enfants et puis essayer d'un petit peu de diminuer cette appréhension. Et alors ça c'est un peu suivant l'âge, mais c'est vrai que par exemple pour des enfants qui ont à partir d'1 an et demi, 2 ans, on peut leur faire un petit dessin sur le bras. Moi je dessine un petit chat, ils sont surpris déjà. Et au moment de faire le geste, souvent, donc, ils n'ont pas vraiment le temps de réaliser, c'est moins douloureux manifestement pour eux dans ce cas-là. On peut utiliser également les nounours qui sont dans la salle d'attente ou dans la salle d'examen, et puis mimer les gestes techniques qu'on va faire avant. Ça rend bien service aussi souvent. Elle a très très mal? Non. Et le bout du nez? Bon, alors maintenant on va regarder ce petit ventre, hein? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on regarde ton petit ventre? C'est vrai que je trouve que ça marche très bien quand on part pour examiner un enfant sur une zone non douloureuse. Alors, qu'est-ce qui n'est pas douloureux? Le gros orteil, il est rarement douloureux chez un petit. L'oreille, le nez, alors en fait, on les fait rire. Et puis, peu à peu, bon, on atteint la zone douloureuse. Ça marche très bien.
Il y a des techniques de traitement qui ne sont pas médicamenteuses. La première à laquelle on pense, c'est le massage. C'est tout à fait un réflexe de frotter, n'est-ce pas, quand on se fait mal, de frotter soit l'endroit qui fait mal ou juste à côté. Et on sait que c'est un puissant moyen pour inhiber les influx de nociceptifs, les influx de douleur. Ces moyens-là peuvent être, par exemple chez le nouveau-né, extrêmement importants. On a trouvé actuellement que le contact entre le nouveau-né et sa mère pendant un certain temps produit un état d'épanouissement et des sensations que l'on ignore actuellement qui peuvent bloquer la perception douloureuse. De la même façon, on a trouvé par exemple que l'allaitement d'un enfant alors qu'un geste douloureux est réalisé bloque toutes les réactions douloureuses. On sait également depuis plusieurs années que l'administration des solutions sucrées telles le saccharose ou le glucose concentré et mis dans la bouche avec une tétine par exemple entraîne également une diminution de la perception douloureuse chez des nouveau-nés. Dans certains services, on peut proposer aux enfants et aux adolescents des séances de relaxation ou d'hypnose thérapeutique. Ces deux techniques peuvent être utilisées aussi bien pour le traitement des douleurs chroniques telles les migraines que pour le traitement de certaines douleurs aiguës. Voilà. Tranquillement, les bras, les jambes, les muscles fessiers, les muscles du dos, tout en se détendant, vont devenir plus lourds, plus pesants. C'est comme si tu t'enfonçais très légèrement dans le matelas, comme dans du coton. Dans le cadre de l'hypnose thérapeutique, chaque séance peut être surprenante parce qu'effectivement, il y a des enfants qui, pendant des années, ont porté une douleur chronique qui finit par les invalider, qui finit par les empêcher de profiter de la vie vraiment pleinement. Enfin, toute leur vie se réduit à cette douleur. Et ce qui est satisfaisant et impressionnant avec cette pratique, c'est de constater qu'à un moment donné, ça peut être très rapide ou très progressif, mais à un moment donné, la vie reprend le dessus et l'enfant se connecte vraiment à ce qui est très vivant en lui, à ses ressources, et arrive à se défocaliser de ce qui lui fait mal, à la fois corporellement, mais aussi psychiquement. Les médicaments contre la douleur sont les antalgiques qui sont classés par l'OMS depuis de nombreuses années en 3 paliers. Le palier 1, c'est les antalgiques dits périphériques qui agissent donc au niveau du foyer lésionnel. C'est essentiellement les anti-inflammatoires non stéroïdiens et puis le paracétamol, bien qu'il agisse aussi au niveau central. Ensuite, il y a les paliers 2 et 3, c'est les morphiniques. Les morphiniques agissent au niveau des récepteurs, donc morphiniques, essentiellement au niveau du système nerveux central, la moelle épinière et le cerveau. Alors, ces morphiniques ont une puissance variable. Il y a les morphiniques de puissance faible, qu'on appelle le palier 2. Le médicament le plus connu, c'est la codéine. Et puis, des morphiniques de puissance supérieure. Et le palier 3, le principal, c'est la morphine. En Doliprane. Vous avez du Doliprane en sirop chez vous? Oui, je dois avoir du Doliprane. J'en ai laissé à votre mari. D'accord. Hein? Et puis à bien suivre pendant 48 heures, de façon à ce qu'on ait un bon niveau antalgique. Si vous mettez des médicaments qu'au moment où elle a mal, c'est un petit peu dommage. Il faut mieux lui donner régulièrement, donc 4 fois par jour pour le Doliprane et 2 fois par jour pour le Nifluril, pour qu'elle ait toujours un taux d'antalgique en circulation dans son organisme qui lui permette de ne pas avoir mal. Tout son petit ventre est tendu. Alors là, c'est affreux, hein? Tendu. On va faire 6 mg de Nuba en intrarectal et puis après on lui mettra une voie veineuse. Tu mets de la crème là, puis après on mettra une voie veineuse. Voilà, c'est fini, ça va mieux. Ça va mieux. T'as vu le sourire là? Hein? Oui. À votre avis, comment elle va mieux la boire, cette morphine? Avec à la cuillère, à la tétine, à la seringue? À la seringue, ça sera mieux. À la seringue, ouais. Attends, mets-la un tout petit peu plus en arrière parce que j'ai peur qu'elle nous crache. Oh, c'est pas très bon. Si, c'est bon. Allez, on y va. Ah oui, c'est pas bon ça. Après, on peut peut-être lui donner un petit quelque chose de... La morphine peut aussi être administrée par une pompe PCA. En procédant à une titration, l'infirmière administre une dose initiale et règle les bolus successifs.
c'est-à-dire la quantité de morphine prescrite par le médecin que l'enfant peut potentiellement recevoir quand il appuie sur le bouton. Donc elle est programmée. On va expliquer à Isabelle comment elle marche. Isabelle, donc on t'avait déjà expliqué la pompe à morphine, hein, d'accord? Donc là, regarde, il y a le petit bouton de la pompe qui est là. Lorsque tu as mal, tu n'hésites pas, tu appuies sur le bouton. C'est toi maintenant qui vas gérer ta douleur, hein. C'est toi qui vas gérer le médicament et dès que tu as mal, tu appuies, ok? Voilà. Oh non, non, n'étalez pas. Pardon. Remettez-en un petit peu. Allez. Ça, c'est pour anesthésier la peau. Ah, d'accord. Choc. Voilà. C'est tout. Est-ce qu'on t'a fait mal? Non. On fait la même chose de l'autre côté. C'est un peu froid, hein. Voilà. Choc. Super. Voilà. Regarde, regarde. On va compter les doigts, nous. 1, 2. C'est parti, voilà. Ça y est. 3, 4. Compte avec moi. Compte, compte, compte. 1. Voilà. Et puis, ne regarde pas, on s'en fout, Fifi. Et on va montrer le pansement, papa? Ouais. D'accord. On va dire que tu es courageuse. Voilà. Finalement, c'est presque plus délicat d'enlever le patch maintenant que de faire le vaccin. Voilà. Ok. En douceur. Mais c'est vrai que la dernière fois, on ne savait même pas qu'il a fait. Hein? C'est fini avant de faire le fait. Voilà, bah là c'est pareil. Hein. Oh là là. Voilà. On met la petite patte. Le dentiste peut appliquer un anesthésique de surface avant de procéder à l'injection d'un anesthésiant. Allez, on y va. Maintenant que j'ai mis la petite patte, on va faire la petite piqûre. Tu fermes un tout petit peu. Voilà, on va t'en faire une en face de la première. Tchac, ça y est, j'ai piqué. Ça va? Voilà, maintenant on met le produit tout doucement. Plus on met le produit doucement, moins ça fait mal. Ça va? Continue de respirer. Continue à se respirer. Uscirlo niente, forza. Respira normal. Allez, on respire. Dégonfle l'âme. C'est parfait, ma belle. Le Méopa est un mélange en quantité égale d'oxygène et de protoxyde d'azote. Il permet, lors de certains gestes douloureux, d'atténuer ou de supprimer la douleur sans endormir l'enfant. C'est presque fini. Pour des gestes très douloureux et répétés, comme les soins de brûlure, il est souvent nécessaire de recourir à l'anesthésie générale. Fatoumata, elle a 11 mois. Elle est arrivée il y a 3 jours à la suite d'une brûlure par de l'eau bouillante. Et donc à l'arrivée, elle était en morphine IV, en seringue électrique en continu. Actuellement, elle est en morphine Péros, 2 mg toutes les 4 heures. On peut aussi poser la question, donc il y a les moyens de soulager, mais ne pourrait-on pas prévenir la douleur? Anticiper l'apparition de la douleur. Ça veut dire que, au lieu de faire 4 piqûres à un gamin, on peut en faire soit une, soit même pas du tout, parce qu'il y a un appareil de mesure qui vient de sortir qui montre que la bilirubine, notamment chez les nouveau-nés, on peut le faire par voie transcutanée sans faire des fractions cutanées. Donc la prévention, c'est aussi donc réfléchir, n'y aurait-il pas de moyens de faire autrement pour avoir le même résultat? Je te pique. Le geste le plus réalisé dans les unités de néonatologie est la ponction capillaire au talon. Ce geste a été montré comme très peu accessible à l'anesthésie, qu'elle soit locale ou qu'elle soit générale. Or, ce geste douloureux peut être remplacé de façon simple par une ponction veineuse, là, nettement plus accessible au traitement de la douleur, par l'administration de crème EMLA, de saccharose, éventuellement d'une analgésie générale. Nous, le Guthrie, il n'est plus jamais fait au talon, même à la maternité. Il est fait par ponction veineuse. Mais il faut que le personnel soit extrêmement motivé et qu'il ait appris à piquer en veineux de façon importante, et notamment le personnel de maternité qui n'avait pas l'habitude de piquer en veineux. On est
partie d'un paysage désertique, je dirais. Et là, on voit éclore quelques touffes d'herbes vertes au niveau donc, de la prise en charge de la douleur. Et c'est vrai qu'il y en a vraiment des endroits où les choses se passent bien, et voire très bien, mais à côté, il peut se passer des choses tout à fait insatisfaisantes et inacceptables. C'est-à-dire que même au sein d'un même service, au sein d'un même établissement, on va voir que le meilleur peut côtoyer le pire. On a décidé d'emblée à l'unité douleur de mettre en place des enquêtes qui nous permettent de mesurer concrètement l'état d'avancement de la prise en charge de la douleur des enfants. On ne se contente pas de mettre un projet en place, mais on va tout d'abord le suivre et faire régulièrement des enquêtes pour mesurer l'état d'avancement. Donc maintenant qu'il existe les CLUD, les comités de lutte contre la douleur, c'est essentiellement le rôle du CLUD d'assurer ces mesures. Depuis 5 ans, le monde de la santé a beaucoup bougé dans la prise en charge de la douleur, notamment au niveau des textes réglementaires. Hein. Et là, il y a eu des plans douleur, il y en a même 2, puisque le dernier date de 2001, un plan de 4 ans. Et là, vraiment, les pouvoirs publics sont vraiment engagés dans une politique volontariste de prise en charge de la douleur. On a vu aussi toute une série de sociétés savantes. L'ANAS, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé, a émis des recommandations précises sur la prise en charge de la douleur de l'adulte et de l'enfant. Donc on a vraiment un outillage, je dirais, tout à fait solide pour que la prise en charge soit faite beaucoup plus régulière et de manière systématique et de plus en plus efficace. On chante une autre? Il y en a une que t'aimes bien aussi, c'est il y avait des crocodiles et des orangs. Oh, c'est le pansement, ça. C'est le pansement, ma puce. Des reptiles et des gros moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Mais la plus mignonne, de toutes ces bêtes à cornes, c'était la licorne. C'est fini bientôt. Elle s'amusait à patauger dans l'eau. Tu chantes pas, non? Ah bon, d'accord, mais je t'entendais pas, c'est pour ça. S'amuser comme des folles pendant que le bateau emporté par Noé. C'est quoi ça? La trompe de l'éléphant? Les avait oubliés. Elle est là, la trompe? Regarde. Oh. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus de licorne. C'est une nouvelle version. Ah bon? Non, je ne connais pas d'autres. Il faudra m'apprendre la vieille. Là. Laquelle on chante? On rechante la tenue ou on rechante le petit bonhomme comment c'est déjà? Je ne me souviens plus.